Alors, on va commencer. J'attends que la dernière chaise soit installée et il sera à 15h30 pile, donc nous sommes à l'heure. Bonjour, je vais me lever peut-être parce que sinon ça va être casse-couille. Hop. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette conférence. Donc l'enjeu de cette conférence est contenu dans le titre, c'est donc créer du commun entre ruralité et quartier populaire par l'action politique. Parce qu'il y a en ce moment une petite musique qui tend à opposer les deux. C'est d'abord une musique médiatique, avec la construction notamment de quartiers populaires étant perçus comme des zones dangereuses, des zones où il y a de l'insécurité, où il y a de la violence, etc., et qui donne une image de ces quartiers qui est une image assez négative, et on en parlera aussi. Et c'est aussi une logique politique, celle de l'extrême droite, qui vise à créer une stigmatisation envers ces quartiers-là, et donc à obtenir un objectif politique, celui de diviser le peuple. Celui de diviser le peuple parce que s'il se rassemble, eh bien, il pourra porter de manière unie des revendications communes, et c'est de tout ça dont on va parler donc dans cette conférence. Nous, ce qu'on veut montrer avec les intervenantes et intervenants qui ont accepté de participer à cette conférence, c'est justement qu'il y a beaucoup de liens à faire entre quartiers populaires et zones rurales, et on va essayer de les étudier à la fois sur le plan matériel, et moi je parlerai à la fin d'un aspect culturel que je vous propose aussi pour faire l'unité du peuple, qui donc est utile pour obtenir les revendications populaire. Alors normalement nous avions 3 invités, mais nous avons une 4e, donc nous avons Sophie Orange qui est à ma droite, qui est sociologue, qui travaille avec Fanny Renard, qui participera au moment de réponse à vos questions, mais c'est donc Sophie qui est notre invitée, qui vous parlera de la composition sociale des quartiers populaires, et aussi d'une question qui est assez peu évoquée, mais qui est la place des femmes dans l'action politique dans les milieux populaires. Enfin non, dans l'action qu'on catégorise dans politique, mais vous verrez tout ce que ça recoupe. J'ai aussi Michel Larive, donc ancien député insoumis que vous connaissez sans doute de l'Ariège. Qui va parler des services publics de proximité, aussi de l'accès au numérique. Et j'ai parlé tout à l'heure de la stigmatisation, il parlera aussi beaucoup des clichés qui existent sur le monde rural notamment. Et puis enfin, on a Diangou Traoré, qui est militante des quartiers populaires. Et qui parlera de toutes les questions pouvoir d'achat, logement, transport, qui permettent aussi de faire le lien entre quartiers populaires et zones rurales. Et donc on aura ensuite un temps de questions. Normalement on a prévu une petite demi-heure de temps de questions pour pouvoir échanger avec vous. Voilà, écoute Sophie, à toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Moyen, je vais essayer de parler plus fort. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, effectivement, je vais parler avec ma casquette de sociologue, et je vais parler du point de vue des espaces ruraux, en fait, en essayant de lancer des ponts, en fait, ou de lancer quelques pistes qui vont permettre peut-être de montrer comment effectivement on peut faire du commun, comment on peut penser du commun, et comment des choses, des actions qui sont déjà en place, en fait, finalement, sont assez proches. Et donc ce sera avec la seconde intervention, je pense que ça fera un bon écho. Alors moi je vais parler, donc je vous l'ai dit, avec ma casquette de sociologue, à partir d'une enquête qu'on a réalisée avec Fanny Renard qui est à ma droite. On a travaillé sur les jeunes femmes qui résident en milieu rural et qui sont issues des milieux populaires. Et la spécificité en fait des jeunes femmes sur lesquelles on a travaillé, c'est qu'elles restent habitées près de chez leurs parents, en fait, après leurs études. Elles vont s'installer à proximité de leurs parents, et elles ne quittent pas les territoires ruraux. Alors ce qui est intéressant, et ce qui nous a intéressé nous dans cette enquête au départ, c'est justement cette interrogation: pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas? En fait, tout le monde se pose la question: pourquoi ces jeunes femmes ne quittent pas la campagne? C'est une question qu'on ne pose pas à des Parisiens. Pourquoi les Parisiens ne quittent pas Paris? Là, par contre, voilà, quand on est à la campagne, il faudrait positivement la quitter, parce que ce serait signe
peut-être d'échec ou de carrière ou d'immobilisme social, immobilisme géographique, dans le fait de rester à la campagne. Et nous, ce qu'on a voulu travailler, c'est justement le fait que il se passe des choses en fait dans ces campagnes et que les femmes aussi, elles font beaucoup de choses pour ces campagnes. Et l'idée un peu, et ce que je voulais tenir comme fil ici dans les 15 minutes qui me sont accordées, c'est de peut-être déconstruire un peu la notion d'enclavement. C'est une notion qu'on entend beaucoup quand on travaille sur les espaces ruraux et quand on travaille sur les quartiers populaires, l'idée qu'ils seraient enclavés. Alors attention, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas effectivement des limites, un espace des possibles qui est limité. Je ne vais pas dire non plus qu'il y a moins de ressources à la fois institutionnelles, culturelles, en termes de transport, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que la notion d'enclavement, elle peut nous empêcher d'une certaine manière de penser tout le dynamisme de ces territoires qui existent bel et bien et qu'on a tendance finalement à ne pas voir si on s'arrête à cette notion d'enclavement. Alors, en premier lieu, ce qui nous a semblé important et ce qui me semble important de souligner ici, c'est vraiment d'arrêter de considérer que ces territoires ruraux, alors je vais vraiment parler plutôt des territoires ruraux et on fera le lien après avec les quartiers populaires, mais que ces territoires ruraux et que ces jeunes femmes donc, qui restent travailler, vivre au pays seraient en retrait, seraient déconnectées en fait, des nouvelles normes d'accès à l'âge adulte, qu'elles n'auraient pas été affectées par l'allongement des scolarités, qu'elles ne seraient pas en recherche d'indépendance. Au contraire, nous, ce qu'on a montré, ce qu'on montre avec Fanny Renard dans notre enquête et dans notre livre, c'est que justement le fait de rester à proximité de chez leurs parents, de pouvoir continuer leurs études près de chez elles, va pouvoir leur permettre justement de s'émanciper, de pouvoir poursuivre davantage d'études qu'elles n'auraient pu le faire et que ne l'ont fait leurs parents, et d'accéder aussi à l'activité professionnelle indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc l'idée vraiment, c'est vraiment d'essayer de ne pas opposer en fait ces territoires, de ne pas considérer que parce qu'on ne part pas, on est finalement resté dans une forme dans des normes ou dans une culture rurale passéiste. Au contraire, ces jeunes femmes, elles sont vraiment pénétrées par les nouvelles normes d'accès à l'âge adulte. Encore une fois, l'indépendance financière, l'indépendance professionnelle, la logique des études longues aussi, et c'est quelque chose qu'elles développent fortement, et elles vont pouvoir le faire justement parce que, elles vont pouvoir loger chez leurs parents et donc pouvoir accéder à des formations locales, notamment jusqu'à des BTS qui sont fortement présents dans les territoires ruraux. Elles vont pouvoir aussi profiter des modes de garde qui vont être offerts par la parentèle pour pouvoir avoir accès à une activité professionnelle, pour pouvoir aussi avoir accès à des loisirs. Donc ce sont des femmes qui sont pleinement inscrites dans une société du loisir aussi, de l'entretien de soi aussi, dans des activités aussi culturelles qui sont importantes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble important, et je pense qu'il fait écho avec les quartiers populaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cette notion d'imperméabilité, mais au contraire, les choses se diffusent fortement, et le fait qu'elles restent dans ces territoires ruraux, c'est pas le signe qu'elles n'ont pas été touchées par ces normes, mais au contraire, c'est leur façon d'y répondre. Donc c'est bien un indice justement qu'elles sont dans ce mouvement-là d'émancipation par rapport à leur famille, à leur même, effectivement, que de prime abord, on a l'impression qu'elles sont toujours prises dans des modèles qui sont plutôt passés. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Des choses aussi qu'on a beaucoup remarquées, c'est l'importance d'avoir un diplôme. Donc ça, cette indépendance financière, elle est très mise en avant, d'avoir un diplôme, d'avoir un métier, d'avoir un salaire, et donc d'être potentiellement indépendante, et le cas échéant pour certaines de pouvoir quitter leur conjoint si jamais la relation ne fonctionne pas. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en premier lieu, et qui me semble important, en tout cas comprendre ces logiques et de ne pas avoir forcément une vision qui s'arrêterait uniquement à cette absence de déplacement géographique qui masquerait une absence de déplacement social. Au contraire, on a bien une mobilité qui se fait, qui est extrêmement importante et qui mérite qu'on aille voir ce qui s'y passe. Deuxième postulat qui me semble important aussi à tenir, c'est de ne pas considérer ces jeunes femmes comme démunies, c'est-à-dire que là encore, une vision binaire nous ferait dire que celles qui ont réussi à partir, celles qui ont réussi à aller à l'université, aller dans les grands centres urbains, ce sont celles qui ont des ressources, et puis les autres qui restent, elles n'ont pas de ressources, elles n'ont rien à faire valoir sur la scène locale. Au contraire, nous, ce qu'on a vu avec Fanny, ce sont des femmes qui ont énormément de ressources et qui vont mettre ces ressources à contribution pour
tenir la communauté locale, pour s'investir dans des services publics qui sont défaillants. Donc pour pallier la carence des services publics en milieu rural, on va avoir des jeunes femmes qui vont être fortement investies dans des associations de soins, des associations culturelles, des associations de loisirs. Elles vont aussi avoir un investissement qui va être encore plus invisible, qui va être celui au service de la parentèle, c'est-à-dire qu'elles vont aller aider leurs grands-parents, leur apporter des soins, leur apporter des courses, aller s'occuper d'eux ou en tout cas leur tenir compagnie de façon quotidienne. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui est important et qui permet à un certain nombre de personnes âgées aussi de se maintenir à domicile dans ces territoires. Donc là aussi on voit comment elles viennent compenser l'absence d'autres équipements. Elles vont également être très présentes. On a cette idée souvent du rural qui est un rural très masculin avec, on en parlait pour préparer cette table ronde, là, on voit des hommes, on voit des chasseurs, on voit des pêcheurs, on voit des clubs de foot quand on pense à la ruralité. Et on pense moins finalement que la ruralité à l'heure actuelle, et pour ceux qui vivent dans des petits villages, on a surtout des salons de coiffure, on a des salons d'esthétique qui se développent fortement. On a en fait ce que nous on a appelé des institutions féminines qui vont participer vraiment à ce dynamisme local et qui n'est pas forcément reconnu. Alors les EHPAD aussi sont des institutions où on a beaucoup de femmes finalement. On va avoir également les écoles, tout ce qui est le périscolaire qui va être tenu également par des femmes de manière bénévole ou salariés. Là aussi, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et tous ces espaces féminins, ça peut paraître dérisoire de parler des salons de coiffure, de parler des salons d'esthétique, mais il s'y passe des choses aussi pour l'émancipation féminine, parce qu'il va y avoir des discussions. Le club de gym aussi, ça va être le moment où les femmes, elles vont venir un peu se défouler, dire bah voilà, mon conjoint, il s'occupe pas des enfants, etc. Comment tu fais, toi? Des échanges de conseils, des échanges d'informations. Donc c'est aussi une manière de déjouer, de rejouer la domination masculine aussi dans ces espaces qui ne sont pas forcément connus et qui ne sont pas forcément visibles. Tout le travail sanitaire aussi, ce que Geneviève Cresson, qui est sociologue, parle de travail sanitaire profane aussi, qui est pris en charge par ces femmes, alors à la fois de manière bénévole et puis aussi parce qu'elles sont nombreuses à travailler dans les métiers du soin, du service à la personne. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Cet engagement, il est fort, on l'a vu, il est à la fois domestique, il est aussi domestique sur la scène publique, il est aussi professionnel, avec beaucoup d'activités au service, je l'ai dit, du périscolaire ou au service des services publics locaux qui proposent parfois des contrats de très faible amplitude ou très faible ampleur avec quelques heures seulement par semaine. Donc ce sont des femmes aussi qui acceptent de prendre 6 heures, un contrat de 6 heures hebdomadaires pour s'occuper de la cantine, pour s'occuper de la garderie, etc., pour s'occuper du bureau de poste qui va être ouvert seulement une matinée par semaine. Et ça aussi, donc ça montre cet engagement qui est invisible, qui ne fait pas l'objet d'une reconnaissance ni d'une valorisation, mais qui est rendu possible par la présence justement de ces femmes qui sont restées, on pourrait dire ça comme ça, d'une certaine manière dans ces villages-là, et finalement qui permettent à toute cette collectivité, à tout ce collectif de se maintenir et de vivre et de s'appuyer sur leur disponibilité biographique d'une certaine manière pour pouvoir fonctionner. Hop, je perds mes feuilles. C'est bon, je suis très souple. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Dire aussi donc que ces femmes... C'est bon, on me dit que c'est bon, je ne sais pas combien il me reste de temps. 5 minutes, ok, ça marche. Dire aussi que ce sont des femmes qui ont quand même, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont fait des études plus longues que leurs parents, qui ont un capital scolaire qui est plus important et qu'elles vont mettre aussi au service des soins, au service de l'éducation des enfants. Donc c'est des femmes qui sont sensibilisées aux nouvelles normes éducatives aussi et qui vont pouvoir les transmettre et les diffuser également lorsqu'elles vont travailler dans les activités périscolaires ou à l'école. Et donc c'est vraiment en ça qu'avec Fanny, on a dit que ces femmes, elles tenaient la campagne parce que vraiment, par tout ce petit maillage finalement invisible avec ces micro-engagements qui ne font pas l'objet d'une reconnaissance, c'est ça qui fait tenir bout à bout en fait le lien social et qui permet encore une fois de faire avec ou de faire sans plutôt un certain nombre de services ou d'institutions, de services publics qui en tout cas sont fortement défaillants dans les milieux ruraux.
Troisième élément et troisième chose à avoir en tête aussi pour penser cette notion d'enclavement, c'est vrai que, je l'ai dit, hein, on a des femmes donc, qui sont pénétrées, donc finalement cet enclavement il ne tient pas véritablement, ce sont des femmes qui ont des ressources, ça c'est quelque chose qui est important, et ce sont des femmes qui sont retenues, c'est-à-dire que là aussi, quand on pense ces trajectoires sociales ou ces trajectoires géographiques des individus, hein, quels qu'ils soient, pensez aussi que les institutions sociales dans lesquelles ils sont pris ou elles sont prises vont participer aussi à ces trajectoires. C'est-à-dire que si ces femmes ne partent pas, c'est aussi parce que les collectivités locales ont intérêt à ce qu'elles ne partent pas, hein, du fait de ce que je viens de dire juste avant. Et donc, on voit finalement que tout est finalement fait pour que ces femmes restent. Alors ça va se jouer dès la scolarité, hein, dans les formations, pour le dire très rapidement. Les formations qui sont dispensées en milieu rural sont beaucoup de formations professionnelles. Hein, il y a beaucoup. Alors nous, on a étudié dans les campagnes de l'Ouest, formation en apprentissage, maison familiale rurale, BTS. On a beaucoup de formations dans les métiers du soin et du service à la personne qui sont surreprésentées, donc qui vont constituer un destin normal pour ces jeunes femmes qui vont y aller parce que voilà, l'offre crée d'une certaine manière la demande et qui ça va poursuivre aussi des engagements quotidiens qu'elles ont au service de leur famille. Les missions locales, les collectivités territoriales, les collectivités locales jouent aussi un rôle dans ce maintien des femmes au pays parce qu'ils vont proposer un certain nombre de services, par exemple financement du permis de conduire, par exemple des contrats aidés qui vont être proposés par les municipalités, et en retour, ces jeunes femmes, elles vont se sentir redevables, c'est-à-dire qu'elles vont dire, effectivement, maintenant qu'on me demande pour la cantine, comme on m'a donné effectivement quelque chose pour que j'ai mon permis de conduire ou on m'a donné un petit contrat, je me sens redevable. Donc, vont se créer en fait des relations d'obligation entre ces jeunes femmes et les territoires. Le fait qu'elles travaillent aussi dans les métiers du soin, elles vont être aux prises avec des personnes âgées, avec des enfants, où la relation ne va pas être que strictement professionnelle, mais va se mêler de l'affectif. Donc là aussi, ça va faire que ces jeunes femmes, elles tiennent à la campagne, mais aussi elles tiennent dans ces métiers. Hein, quand vous êtes aide-soignante en EHPAD, comment est-ce que vous faites pour tenir alors que vous êtes mal payé, alors que vous n'avez pas de perspective de carrière, alors qu'il y a une pénibilité et puis des charges physiques et psychiques extrêmement lourdes? Eh bien parce que vous êtes tenu en fait finalement dans ces relations avec les personnes que vous soignez, que vous ne pouvez pas, vous ne sentez pas la possibilité d'abandonner. Et ça, c'est des choses qu'elles nous ont dit très clairement. Les employeurs locaux vont aussi jouer là-dessus. Les directions d'EHPAD contribuent fortement à fidéliser leur main-d'œuvre en finançant des concours qui attachent ensuite ces jeunes femmes dans les EHPAD et qui va faire qu'elles doivent ensuite un certain nombre d'années à ces employeurs pour compenser le fait qu'un concours leur a été financé, une formation leur a été financée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble important pour comprendre la question de l'enclavement, c'est-à-dire et là c'est vraiment aussi le point de vue sociologique, c'est-à-dire on n'est pas uniquement en train de penser les aspirations des femmes ex nihilo, mais bien penser comment toutes les institutions sociales qui les entourent en fait contribuent à formater leur trajectoire, contribuent pour certaines à les porter plus loin, parce que d'un certain côté, l'école les pousse vers des trajectoires scolaires et de diplômes plus longues que leurs parents, et en même temps restreint leur espace des possibles. Donc c'est toute cette ambivalence qui est très compliquée finalement à travailler, et là sur lesquelles le sociologue il la chope et il s'arrête là en tout cas, mais montrer cette ambivalence, c'est-à-dire à la fois qu'on a des femmes qui sont prises dans des aspirations à l'émancipation qui sont importantes, qui sont portées par un certain nombre de structures vers ces trajectoires-là, mais qui en même temps sont enfermés par d'autres, par un autre mouvement qui va contribuer plutôt à les enfermer. Et dire aussi, et là je pense que et je vais terminer là-dessus, ce que j'ai dit et ce qui me semble important, sur tous ces micro-engagements à la fois domestiques, sur la scène locale, mais aussi professionnelle. Le point commun en fait de tous ces micro-engagements, c'est qu'ils font l'objet d'une très faible reconnaissance, alors même qu'ils sont essentiels. Si vous n'avez pas toutes ces femmes qui travaillent, vous avez tout un écosystème en fait rural qui se casse la figure et qui ne fonctionne plus parce qu'elles viennent à chaque fois être une rustine à plein d'endroits où normalement des institutions, des entreprises, des services publics devraient faire le travail. Voilà, donc c'est en gros ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup Sophie. Donc maintenant, la parole est à Michel Larive
pour compléter également sur la question des territoires ruraux et du lien déjà un peu avec les quartiers populaires. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là, malgré tout. Non, je suis très très heureux parce que voilà, les choses arrivent et puis la vie continue et la lutte continue. Alors, Antoine m'a appelé pour me dire, tiens, on va faire un truc, quartier populaire et ruralité, est-ce que tu veux venir? Oui, bien sûr, parce que pour créer du commun, pour faire du commun là-dedans, il faut d'abord constater. Tu as commencé à constater et établir donc ce constat dans les deux sens. Et effectivement, quand on établit ce constat, on voit qu'il y a un commun social et sociétal entre les quartiers populaires et les quartiers ruraux. Mais avec des différences bien sûr importantes. Mais ce commun social et sociétal, c'est en premier lieu le désengagement de l'État. Dans ces lieux-là particulièrement. Le désengagement de l'État, toujours plus important, en quartier populaire et en ruralité, et principalement, effectivement, les services publics. Je ne vais pas m'étendre puisque tu en as parlé. Dans les hôpitaux, vous le savez très bien, l'éducation nationale, la finance, le transport, et partout. Et donc, ce désengagement, il a un aspect social. Cet aspect social, c'est le défaut d'aménagement qui implique forcément une inégalité territoriale, et cette inégalité territoriale, elle est effectivement numérique, mais dans plein d'autres aspects, et in fine, ça crée des zones où la République n'est plus. Alors à partir de ce moment-là, les services de proximité aussi s'en vont, les commerces, le Toubib, et tous les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que ces conséquences directes de ce désengagement, de cette perte de services publics, de cette perte de services de proximité, eh bien, c'est une détérioration très grande et très progressive du lieu de vie. Détérioration du lieu de vie. Nous, par exemple, en quartier populaire comme en zone rurale, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, maintenant, c'est un nouveau mot, c'est la mobilité subie, parce qu'on n'a plus de transport public. Quoi que vous vouliez faire, enfin, j'ai parlé, voyons, pour l'Ariège, au hasard, et donc... Quoi que vous voulez faire, vous voulez voir un spectacle, il faut faire 30 bornes. Quand on ne vous dit pas, il faut aller à Toulouse. Vous voulez voir le Toubib, il faut faire 20 bornes. Vous êtes enfant, vous voulez aller à l'école, il faut vous lever à 7h moins le quart, parce qu'à 8h, le quart, il passe pour vous amener à 9h au lycée. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait des gentilles journées, tout ça. Et alors donc, ça s'appelle ça la mobilité subie. Derrière cette détérioration du lieu de vie, eh bien, on a un phénomène de paupérisation de ces zones qui sont pourtant incluses dans notre territoire national, des zones de paupérisation et de pauvreté galopante. Alors, j'ai passé 5 ans à l'Assemblée nationale et il y a eu M. Castex, que nous nommions, nous, très affectueusement, M. Bricolex, parce qu'effectivement, quand il nous passait des choses, il nous a fait par exemple la loi 3DS. Cette loi 3DS, qui est une loi de spécialisation, mais de compétition entre les territoires. On était déjà mal, il nous a remis en compétition entre nous, ce qui est quand même assez grave. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un discours qui est tellement bien construit, et tu vas voir ça, Antoine, qui est super bien construit, que en novembre, décembre, en Ariège, alors qu'on ne voyait jamais un ministre, là, ils arrivaient par grappe. Alors bon, moi je suis républicain, le premier il vient, on me dit vas-y, va l'accueillir parce que t'es quand même député. Ok, j'y vais. Bon, après au deuxième, je dis attends, ils vont faire combien? Au deuxième, je dis non, je vais quand même pas leur faire la campagne non plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, Castex se pointe. Et je me dis, bon, il est Premier ministre, je vais y aller. Et alors, il fait son discours sur la décentralisation et sur cette loi 3DS. Et alors, on a en Ariège la N20 qui passe. Et donc, ça coûte super cher. Ils veulent dévier une petite ville qui s'appelle Tarascon-sur-Ariège. Et donc ça coûte la peau des genoux, bien entendu. Et il fait son discours, on est là, tous les élus et tout, il fait son discours, et les élus locaux sont là, et il dit « Mais vous allez voir, c'est vous qui allez choisir comment faire. C'est-à-dire qu'on va vous redonner la parole et tout. » Et en fait, ce qu'il était en train de dire, c'est que dans cette loi 3DS, l'État va encore se défausser sur les collectivités territoriales, notamment la région, et il va filer les nationales à la région. Ça veut dire qu'en plus, il était en train de venir leur annoncer que cette déviation,
ils allaient la payer. En plus, ils allaient la payer, donc il n'y a pas 36 solutions. Soit vous trouvez un mec très sympa qui vous dit bah, je vais vous la faire gratos, ça, il n'y a pas de problème. On n'en a pas trouvé, du coup, ils vont être obligés de lever l'impôt. Hein. Donc voilà la continuité du désengagement de l'État, et voilà comment ce pouvoir actuel continue ce désengagement. Alors, je vous parlerai après des sentiments. Et puis, on a les lois urbano-centrées. Moi, j'étais dans la commission éducation, culture-éducation. Un jour, Jean-Michel Blanquer se pointe et il dit, voilà, la loi directeur d'école. Et donc, il y aura une décharge d'éducation pour les écoles de plus de 8 classes. Bon, moi, je me suis levé, je lui ai dit, Jean-Michel, j'y vais, je ne suis pas concerné. Eh oui, forcément. Et comme je ne suis pas concerné, comme 50 autres départements en France. C'est-à-dire que moi, j'ai moins de 10 écoles qui ont plus de 8 classes en Ariège. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, on a aussi ce fonctionnement de l'État. C'est pour ça qu'on veut passer à une 6e République. Parce que le fonctionnement de nos institutions fait qu'en fait, cette 5e République répond à des besoins urbano-centrés. Mais mais vraiment de métropolisation. C'est-à-dire que les quartiers populaires ne sont pas comptés là-dedans. Il y a les métropoles, les 13 grandes métropoles françaises, et c'est tout. Et après, nous, eh bien, on doit calquer nos fonctionnements sur les fonctionnements qui ont été décidés par rapport à ces métropoles. Alors nous, ne serait-ce que par rapport aux distances, ça ne marche plus du tout. Plus rien ne fonctionne. Alors, derrière, effectivement, il y a l'aspect sociétal. Et ça, je crois que c'est quand même très, très important pour pouvoir trouver des solutions. C'est le déclassement, carrément, le déclassement républicain. Et tu en as parlé un peu. Ce déclassement républicain, on arrive à une situation de discrimination. De discrimination, mais véritable au sens de la loi de 2008. C'est-à-dire de discrimination indirecte. Cette discrimination indirecte qui est due au lieu de vie. Et un exemple tout à fait clair, parce qu'à un moment il faut être tout à fait clair, de discrimination indirecte, c'est que de façon institutionnelle, moi rural, je pèse 64 € et que le Parisien, lui, ou le Toulousain, on va rester dans la région, le Toulousain, lui, pèse 128 €. Ça veut dire que la dotation générale de fonctionnement pour une commune est filée suivant le nombre d'habitants. Ce critère, il est démographique. Comprenez qu'on accentue encore le déséquilibre. Parce que c'est en fait dans les zones où il n'y a rien qu'il faudrait faire quelque chose, non? Et donc à partir de ce moment-là, c'est dans les zones où il y a, où on donne plus. C'est-à-dire que dans les villes de 500 000 habitants, ils seront plutôt vers 128 € par habitant. Et nous, moi j'habite une mégalopole de 85 habitants. Eh bien, à partir de ce moment-là, on n'a pas encore pensé aux périphes, des choses comme ça, surtout avec 64 €. Si vous voulez, la discrimination, elle est tranquillement du simple au double. Voilà. Alors après, il y a ce sentiment, et je voulais vous parler de ça parce que c'est de l'aspect sociétal, ce sentiment d'abandon et ce sentiment d'insécurité. Et c'est ça qui fait mal, politiquement. Parce que le sentiment fait l'opinion. C'est ce sentiment d'insécurité. Alors, et ce sentiment d'insécurité, cette opinion, elle est tournée vers ceux qui ont le discours le plus démagogue possible, c'est-à-dire vers le Rassemblement national qui, lui, rafle la mise. Et j'ai parlé avec le colonel de gendarmerie chez moi qui me disait « Mais au niveau d'insécurité, monsieur le député, il n'y a pas d'insécurité, même à la rigueur, elle est même en baisse, l'insécurité. Par contre, il me dit, le sentiment, lui, d'insécurité, il est en très nette progression, il est en très forte hausse. Et il me dit, on ne parle pas de ça, on ne donne pas les bonnes informations, et on ne parle pas de ce phénomène. Et c'est ce phénomène qui fait l'opinion. Ce n'est pas la réalité des choses. C'est le sentiment qui fait l'opinion. Alors je crois que c'est contre ça aussi qu'il va falloir qu'on lutte pour pouvoir essayer de reprendre pied politiquement dans des endroits. Alors, ça profite au Rassemblement national, bien sûr, mais ça profite aussi aux baronnies locales, hein, qu'elles soient de gauche ou de droite. Moi, j'en ai fait les frais. Voilà. Donc là, on est dans des espèces de mafias qui sont installées depuis X temps, qui fonctionnent sur des systèmes féodaux. C'est-à-dire qu'il y a le baron avec ses vicomtes, voilà, et puis la peur. Donc on est toujours dans ce système de communication par la peur, c'est-à-dire la peur de l'insécurité. Écoutez, moi j'ai un village qui s'appelle Betmal. Betmal, c'est en montagne, c'est super beau, c'est génial. Il y a 80 habitants, je crois qu'il y a 80 électeurs, 50 ont voté Le Pen. C'est balèze, quoi. Je veux dire, il y a aucun, si on réfléchit, il n'y a aucun élément qui permet de voter Le Pen à Betmal. Mais il y a la télé quand même. Hein. Mais à part cet élément-là, qui est comme un gros élément, voilà.
Et cet élément, ne vous demandez pas pourquoi Bolloré fait des OPA sur l'édition journalistique et l'édition même littéraire, c'est pour œuvrer et construire ce sentiment. Parce qu'il a compris depuis bien longtemps que c'est le sentiment qui fait l'opinion et qu'il fallait donc choper, il fallait avoir dans sa poche la fabrique du sentiment, le média. Alors, ces clichés, les quartiers populaires, insécurité, le rural, la chasse et l'agriculture, ça, c'est les clichés qu'on lui file tout le temps. Mais alors, attendez, parce que insécurité, j'en ai parlé, c'est ce sentiment d'insécurité, mais le rural, agriculture, oui, il y a des agriculteurs dans le monde rural, exact. Moi, je suis en Ariège, département éminemment rural, 11% de la population active est agricultrice. Mais donc, ça veut dire que 89%, eh ben, ils font autre chose. Et Thierry, qui est là-bas, il m'a dit, dans le Lot, c'est 6%. Ça veut dire que 94% fait autre chose. Dans le Gers, Pascal, qui doit être dans le coin, me dit c'est 12%. Ça veut dire que 88% fait autre chose. Donc ces clichés, ils n'ont rien à voir. Il va donc falloir travailler là-dessus. Parce que là aussi, ça profite toujours aux mêmes gens. C'est-à-dire que Macron, lui, il fait quoi? Il dit, je vais baisser la carte de chasse, je vais filer de la thune, et je vais filer surtout des missions, tenez-vous bien, de biodiversité ou de choses comme ça, aux ACA. Et donc, à partir de ce moment-là, il renforce ce sentiment parce que ça lui profite politiquement. Alors, ce qui se passe, c'est une conséquence directe des émetteurs, de gens qui parlent de nous, de toi, de moi. Et ces gens-là sont souvent les gens des métropoles. Et donc, ils disent, voilà, moi, j'y suis allé en vacances la dernière fois, je les ai vus. Donc, parce qu'on me le dit, ça. On me dit, c'est tellement beau chez toi, mais vous êtes toujours en vacances. Ouais. Bon. Alors, on bosse aussi. Et même, je te dirais, comme disait Coluche, c'est tellement bien chez nous que les gens viennent en vacances. Et donc, on bosse, et des fois, on est en vacances, mais quand vous y êtes aussi, et quand vous bossez, ben on bosse aussi. Il y a même des fois, quand vous êtes en vacances, on bosse. Et donc, le truc, c'est que l'idée, c'est aussi de redonner la parole aux gens des quartiers populaires. Et là, il va faire une intervention à ce niveau-là. Et aux gens de la ruralité aussi. Venir voir, c'est comme aussi dans la géopolitique internationale. L'idée, c'est d'aller dans le pays pour essayer de prendre l'humeur du pays. Voilà, alors la première chose à faire, à mon avis, c'est casser les clichés et trouver d'autres signifiants que ceux que je viens de vous citer. Il faut trouver d'autres signifiants, des signifiants républicains et des signifiants positifs. Pas des signifiants négatifs, ceux que je viens de vous citer. Nos signifiants propres. Et il faut essayer aussi de garder cette positivité et d'essayer de passer à invisible à citoyen. Vous comprenez? Que ce soit dans les quartiers ruraux ou dans les espaces ruraux ou dans les quartiers populaires, je crois qu'il faut cesser de parler d'invisible. Il faut parler des citoyens qui existent à l'intérieur. Et pour ça, il faut connaître l'environnement et passer le micro aux gens qui sont dans ces environnements. Alors, nos propositions politiques, elles existent. Je ne vais pas les redonner. Vous avez le programme en vente là-bas, mais je pense que si vous êtes là, vous le connaissez, le programme. Et puis, il y a cet énorme travail d'éducation populaire à faire, justement, pour casser ces clichés. Dites ce que vous faites, vous. Dites ce que vous faites, vous, en ruralité. Dites ce que vous faites, vous, dans les quartiers populaires. Vous savez, notamment, moi je suis un ancien président de festival de théâtre avant d'être député, mais il y a un foisonnement culturel en ruralité, c'est énorme, mais seulement il n'y a pas de support. En Ariège, il n'y a aucun bâtiment ou au fronton, un bâtiment public, où au fronton il est écrit théâtre. Aucun. On n'a pas de théâtre en Ariège. On a une scène nationale. On fait partie des départements où il n'y a pas de théâtre. Alors, voilà... il faut abolir cette discrimination due à cette métropolisation, bien entendu, et cette mise en compétition des territoires. Alors, comme on l'a dit, je le répète, en quartier populaire comme en ruralité, le bon échelon, c'est la commune. Le bon échelon, c'est effectivement la commune. Parce que si vous prenez la communauté de communes, moi, ma communauté de communes, il y a 94 communes, dont un bourg-centre. Que croyez-vous qu'il se passe? Nos impôts vont au bourg-centre. Voilà. Et donc, les lieux de vie, les fonds de vallée, eux, ne sont pas arrosés par des subventions. C'est la même chose au niveau de la région. Nous, en plus, on a une super chance, on a 2 métropoles, Toulouse et Montpellier.
Donc ça veut dire qu'eux captent 90% des subsides de quoi que ce soit, et le reste est dispatché suivant les copains des copains, le clientélisme, la baronnie et la mafia dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il y a aussi d'autres choses à faire sur ces DGF dont je vous ai parlé, 64, 128 €. C'est de proposer d'autres critères de distribution que la démographie simplement. Écoutez, faire 10 km de route en plaine et en montagne, c'est pas la même chose. D'accord ? Parce que si vous faites 10 km dans une pente comme ça, il va vous falloir faire des ouvrages d'art, ça va coûter 10 fois plus que faire 10 km en montagne. Donc il y a d'autres critères, notamment le critère géographique, à mettre en place. Ensuite, au niveau éducation nationale, écoutez, il y a peut-être des choses, des échanges à faire. J'étais en train, avant qu'on me dise d'aller voir ailleurs si j'y suis, j'étais en train de mettre en place une coopération avec le Burkina Faso, mais c'était pas juste pour faire de la coopération, c'était donnant-donnant. C'est-à-dire que lorsque je suis allé en mission en Afrique, j'ai vu que les ambassadeurs français, ils filaient de l'argent, des bourses, pour les Masters 1, les Masters 2, les trucs comme ça. Je leur ai dit, les maisons sont penchées, il faut donner des sous pour que les gens soient formés, CAP, BEP, Bac Pro, bâtiment. Et un ambassadeur ivoirien a dit, c'est pas con, on va le faire. Et donc, après, on a travaillé avec le Burkina Faso, et un ami a monté l'Université populaire du Burkina Faso, et Saint-Giron et le Burkina Faso allaient rentrer en coopération sur un lycée technique. Ce qu'il allait se passer, c'est qu'au lieu de fermer des sections chez nous, on allait remplir nos classes de ces gens qui allaient faire que le lycée n'allait pas fermer. Et en contrepartie, ils recevaient une formation, et ils pourraient former les gens là-bas. Alors, je suppose que ce qu'on a su faire, ce qu'on pouvait faire, mais maintenant, ça va tomber à l'eau parce que les autres, ils sont là pour justement ne rien faire. Ce qu'on était en train de faire au niveau international, je suppose qu'il est possible de le faire au niveau national, qu'il y a des ponts de l'éducation nationale à faire entre quartiers populaires et ruralité notamment. Et puis, pour finir, la seule obligation qui soit aussi, c'est une obligation de solidarité nationale. Une obligation, et c'est ça quand même un des ADN de notre mouvement, c'est la solidarité. Alors, les échanges, bien sûr, culturels de l'éducation nationale, j'en ai parlé, dans l'emploi, l'information, le logement. Alors, je veux finir par ça pour dire ce que tu avais dit aussi tout à l'heure, c'est que là, comme ailleurs, il ne s'agit en aucun cas d'opposer les urbains aux ruraux, mais il s'agit de garantir l'égalité républicaine sur tout le territoire national. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va être très difficile de passer derrière ces deux magnifiques interventions. Donc moi je me présente, je m'appelle Traoré Djangou. Je suis très contente d'être parmi vous et très contente de parler de cette thématique. Parce que les quartiers populaires et tout ce qui est milieu rural, on a beau dire que... Beaucoup pensent qu'on s'oppose, mais nous sommes tous ensemble au final, parce que nous avons les mêmes problèmes. Les problèmes sont les services publics. On peut dire que dans les quartiers populaires, pour avoir un service public, c'est une catastrophe. On le voit, de plus en plus de services disparaissent, les services de proximité disparaissent. On le voit aussi dans les campagnes. On peut parler aussi des transports en commun. Moi, je suis à Saint-Denis. Saint-Denis, certes, on peut dire que c'est le 93, c'est une ville bien desservie, mais de temps en temps, à 20h, il n'y a plus de bus. Hein. Donc tu vas marcher à pied pendant 15 bonnes minutes chez toi, dans le noir, sans éclairage public. Donc je pense que c'est un peu pareil dans les campagnes. L'abandon de l'État, tout simplement. On peut parler de santé, la désertification santé. Pareil, dans les quartiers populaires, pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, déjà trouve un ophtalmo déjà et puis on verra. Je le dis parce que moi-même j'en recherche un. S'il y en a un dans la salle. Et un cardiologue aussi. Pour moi, j'ai rendez-vous en janvier. Voilà des réelles problématiques, on en sourit, mais qui sont très très graves. Là, on voit vraiment qu'il y a un vrai problème d'abandon de l'État et de ce gouvernement qui est hélas mis en place. Je vais parler aussi de l'emploi. L'emploi, ça touche tout le monde. Ça ne touche pas qu'un quartier
où une campagne, ça touche tout le monde. On voit très bien que c'est en ce moment très difficile de trouver un emploi. Les études, on peut voir avec l'éducation nationale, ce qui nous prépare le ministre Pape Diouf, il a dit qu'on fera... Pape Ndiaye, excusez-moi. J'ai dit Pape Diouf. Elle était pas mal, hein. Pape Ndiaye, ce qu'il vient de dire qu'on fera avec les moyens du bord. Comment on peut parler d'éducation nationale et faire avec les moyens du bord en sachant que l'éducation nationale est déjà au plus bas. L'éducation nationale est le socle de l'éducation au niveau des enfants. Comment on peut dire aujourd'hui on fera avec les moyens du bord, avec la rentrée qui arrive dans quelques jours? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le logement, c'est une catastrophe. La disparition des HLM. Plusieurs familles monoparentales sont susceptibles et n'ont même plus le choix. Ils doivent habiter en HLM, mais il y a la disparition des HLM pour avoir un PLAI qui est un peu plus haut. Ça aussi, on n'en parle pas. Et ça touche les quartiers populaires et la ruralité. On peut parler aussi des connexions Internet. Moi où je suis dans mon quartier, la connexion Internet, elle fonctionne très très bien. Quand je vais chez ma mère, en direct, je suis au fin fond du désert. Même le désert, je pense qu'il y a la connexion. Il y a un vrai problème. C'est des sujets qui posent de vrais débats. C'est des besoins d'égalité et d'équité. En fait, on a des luttes communes, tout simplement. Nous avons des luttes communes. Les gens qui nous opposent cherchent la division, tout simplement. Parce que pour mieux régner, je pense qu'il faut diviser. Nous ne nous divisons pas. Nous avons un combat commun. Et ce combat, c'est vivre dignement et vivre dans l'égalité et dans la dignité. Pourtant, on parle beaucoup des quartiers populaires comme des habitations de non-droit, des quartiers assez difficiles. Mais on oublie de parler de la solidarité de ces habitants. On oublie de parler de l'entraide de ces habitants. On oublie de parler de la générosité de ces habitants. De vivre ensemble. On l'a vu très bien pendant le premier confinement. Malgré qu'on subit la double peine et la triple peine, celle de l'invisibilité, on était là, les quartiers populaires. La ruralité était là. Ils étaient tous devant à coudre des masques. Mais on oublie ça. Et on parle quoi? De dangerosité, de zones de non-droit, de pestiférés, de personnes qui ne servent à rien. Il faut les détruire, il faut les déplacer. Non. Nous sommes là et nous resterons là. Moi, je vais vous parler de mon parcours. Moi, j'ai été militante il n'y a pas longtemps. J'ai été militante en 2015 parce que j'ai été tirée au sort en tant que membre du Conseil citoyen. Membre du Conseil citoyen, c'est quand on a un plan de rénovation urbaine dans son quartier et ils te mettent en place des conseils citoyens. Il y a une fameuse main qui m'a tirée au sort et j'ai reçu le courrier chez moi. La personne qui m'a tirée au sort, elle a réveillé une lionne. Je ne sais pas c'est qui m'a tiré au sort, mais elle a réveillé une lionne qui est en moi, qui sommeille en moi, qui sommeillait en moi. Le plan de rénovation urbaine, j'ai été choquée. J'ai compris énormément de choses et tout ce qui se passait dans mon quartier. À partir de là, on a créé le collectif Franc-Moisin. Le collectif Franc-Moisin regroupe des habitants du quartier qui veulent un relogement digne. À la base, ce collectif était pour un relogement digne, juste un relogement. Et au final, on parle de logement, d'éducation nationale, on parle de politique, on parle de tout, de cadre de vie, mais parfois même on oublie l'essentiel de parler de relogement. La plupart de ce collectif, il y a énormément de femmes. Ces femmes, je ne sais même pas comment les décrire, parce que la plupart de ces femmes, je ne vais pas dire analphabètes, parce qu'il y en a qui ont repris leurs études. Je peux dire aujourd'hui, elles sont des conquérantes et des gagnantes. Elles sont des guerrières. Du jour au lendemain, elles sont devenues des guerrières. Ce sont ces femmes-là qui sont en première ligne. Dès qu'il y a un problème avec le bailleur, ce sont ces femmes-là, avec ce collectif-là,
qui font des sittings devant le bailleur pour demander des comptes au bailleur. On paye un loyer, on paye des charges, on veut un ascenseur qui fonctionne. On veut plus de punaises de lit. On ne veut plus de... Vous vous rendez compte qu'on est obligé de manifester, on est obligé de faire des sittings pour demander juste de vivre dignement. On fait des manifestations et des sittings pour demander qu'il n'y ait plus de nuisibles dans notre immeuble. Vous vous rendez compte, du jour au lendemain, ces femmes aujourd'hui, elles sont là et elles dénoncent ce qui se passe dans le quartier et elles veulent vivre dans la dignité. Debout les femmes! Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes. Ce collectif de francs-moisins où il y a des hommes et des femmes, celles qui travaillent sont toutes syndiquées. Elles n'y étaient pas avant, mais maintenant elles le sont toutes. Les hommes aussi sont syndiqués. Dans ce collectif francs-moisins qui est à la base, qui était pour le logement, toutes les informations de manière municipale, locale, de manière nationale passent dans ce groupe. C'est-à-dire qu'elles mettent même le lien du conseil municipal pour le regarder. Alors qu'avant, elles ne le regardaient pas. Elles regardent le conseil municipal, elles te mettent le lien du Sénat, parce que oui, maintenant, on regarde le Sénat. Et elles te mettent même le lien des TikTok des députés pour dire « Écoutez ce qu'ils ont dit, en septembre, on retourne en manifestation ». Ces femmes-là, ce collectif-là, il y a 5 ans, je peux vous assurer qu'elles n'étaient pas comme ça. Là, c'est de l'éducation populaire qui s'est passée là. C'est de l'éducation populaire. Là, elles sont prêtes à septembre à aller manifester parce qu'elles en ont marre de cette inflation. Elles en ont marre de payer le loyer et les charges chères. On a eu plus de 150 € de charges à cause de l'électricité. Là, elles en ont marre, elles sont prêtes à aller manifester. Et ça s'est fait du jour au lendemain. Dénoncer, vivre dignement, ça c'est des rêves pour... même, est-ce qu'on doit rêver de vivre dignement? Ça c'est une question. Est-ce qu'on doit rêver pour vivre dignement? C'est un droit. C'est un droit de vivre dignement. Hier, j'ai mis une question dans le collectif francs-moisins. Quels sont vos rêves? La plupart, elles m'ont dit, je rêve de gommer les inégalités sociales. D'autres ont dit, je rêve qu'il n'y ait plus je rêve de gommer les inégalités territoriales. D'autres ont dit, je veux juste des profs pour septembre, pour mon enfant. D'autres ont dit, je veux vivre dans un monde meilleur. Moi, j'ai juste répondu, tu veux vivre dans un monde meilleur, mais tout est possible. Un autre monde est possible. Aujourd'hui, on a la force et la capacité de se réunir. Si moi, dans mon quartier, j'ai réussi, si ces mamans-là ont réussi, si ces papas-là ont réussi, c'est qu'on est tous capables aujourd'hui d'aller au front et d'être à la tête du train et de renverser ce gouvernement qui est en place. Parce qu'il y en a marre de vivre dans cette, je ne vais pas dire le mot, mais dans cette et on veut vivre dignement parce que c'est un droit. Voilà. Bravo. Eh ben écoutez, bravo et merci à tous. En plus, vous avez tenu le temps, ce qui est toujours un grand problème. C'était super passionnant et je dois vous dire que moi j'avais prévu de dire un truc et que je me rends compte que il manquait plein de choses que vous avez apportées, que je vais essayer du coup d'intégrer dans ce que j'avais prévu de vous dire. On a donc essayé de montrer ce qui peut créer du lien entre quartiers populaires et entre zones rurales. Et vous voyez, il y a un enjeu qui est d'y répondre avec un programme. Mais ça, c'est la partie qu'on a déjà faite. En réalité, notre programme permet de répondre aux enjeux qui sont ceux des quartiers populaires comme ceux qui sont des zones rurales, que ce soit les questions de pouvoir d'achat, que ce soit les questions de services publics, de santé, de désertification
l'éducation médicale, que ce soit les questions écologiques, démocratiques. On a déjà le programme qui permet de correspondre, de répondre aux besoins. Mais donc, une question peut se poser, c'est pourquoi y a des endroits où on a fait des scores qui sont un peu meilleurs et pourquoi il y a des endroits où on a fait des scores qui sont moins bons. Et je pense que ce que disait Michel sur la manière dont les médias en particulier construisent un rapport aux quartiers populaires ou aux zones rurales est très utile. Cette conférence, donc, elle s'appelle « Créer du commun entre ruralité et quartier populaire par l'action politique ». Alors, cette action politique, c'est ce dont je veux parler maintenant. Il y a d'abord l'action politique, à mon sens, de terrain. Que ce soit pour progresser en score dans les zones rurales ou que ce soit pour progresser en participation dans les quartiers populaires, à mon sens, la seule chose qui peut faire ça, c'est l'action de terrain, c'est l'action locale, c'est ce qu'on a fait déjà pendant la campagne, les porte-à-porte, etc. Mais c'est aussi inventer des nouvelles formes d'action. Dans ces nouvelles formes d'action, il y a des actions, et la conférence s'appelle à partir du politique, mais justement il y a des formes d'action qui n'ont pas l'air politiques, mais qui sont des actions politiques. Ce que tu disais sur le logement et le collectif qui s'est créé au début sur une question qui est une question extrêmement concrète, qui est une question de relogement. On voit comment, à partir de ce collectif-là, poum, on arrive à d'autres questions. Sophie, tout à l'heure, a montré comment, dans les salons de coiffure ou les salons d'esthétique, eh bien, on en vient à des revendications qui sont des revendications politiques, qui sont sur ce qui se passe à la maison, sur ce qui pourrait aller mieux, sur voilà. Donc tout ça, c'est des endroits qui, a priori, au point de départ, soit n'ont pas l'air politique, soit sont des lieux où il y a une question très concrète qui est traitée. Là, la question du logement, là, la question de la coiffure, qui n'est pas a priori une question politique, mais qui sont des lieux dans lesquels se développe un discours politique et se développe une discussion. Moi, on avait fait une série d'actions parce que j'ai un avantage, c'est que je suis élu d'un département et d'une circonscription qui contient beaucoup de quartiers populaires, mais je suis originaire d'un département qui est un département rural et dans lequel j'ai aussi mené des campagnes. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce qui va mobiliser, c'est les actions qui sont pas nécessaires, qui n'ont pas a priori un aspect politique. Je vous prends quelques exemples de choses qu'on a faites qui vous donneront peut-être des idées. On a fait, pour ce qui concernait Châteauroux, on faisait des marches de ramassage de déchets. Et ça, c'est des actions dans lesquelles il y a plein de gens qui viennent, qui, si jamais ils se disaient c'est les insoumis, je sais pas quoi, ils viendraient pas forcément parce qu'ils peuvent avoir un rejet vis-à-vis de ce qu'on est. Mais par contre, si c'est pour faire un truc concret, ramasser des déchets, là, ils sont d'accord. Et après, pendant l'action, on discute de politique, on parle, ah ouais, t'es insoumis, tiens, marrant, moi je vous aime pas, tiens, discutons-en, voyons pourquoi. Tu vois, en attendant, nous on fait des trucs, on n'attend pas les élections pour faire des trucs. Ça aussi, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Pas attendre les élections pour régler des problèmes. Et nous avons un rôle dans la période qui vient, compte tenu du fait que l'État est en train d'abandonner et les quartiers populaires et les zones rurales. Nous avons un rôle, pour prendre en charge un certain nombre de tâches qui ne sont plus prises en charge par l'État, parce que aussi, c'est préparer finalement un contre-pouvoir à partir du moment où vous commencez à organiser les tâches. Et c'est ce que tu disais aussi, Sophie, sur la manière dont les femmes, en particulier, prennent des tâches de santé, des tâches de ce qu'on appelle le care dans la novlangue néolibérale, qui est faire attention aux autres, le soin, prendre soin des autres. Donc on avait fait ça, on avait fait un truc qui était plus politique mais qui marchait vachement bien, qui était un audit citoyen de l'abstention. On était allé voir les gens en leur disant « Vous n'avez pas voté, pourquoi ?» Comme ça. Brut de décroffrage. Là, c'est une action qui est très politique, mais qui va s'adresser directement, précisément aux gens qui n'ont pas voté pour leur demander qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui améliorerait les choses. Autre type d'action qu'on a organisé pour le coup, et je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais on avait organisé dans ma circonscription une fête de la Révolution, c'est-à-dire une fête autour d'un événement politique, mais c'était présenté comme une fête. Moi, je pense vraiment qu'il y a à relancer la pratique des fêtes, utiliser les fêtes pour que les gens viennent, pour faire des trucs cool, et ensuite, à l'intérieur de la fête, là, on peut parler de politique, on peut ramener du contenu politique, mais la première base n'est pas nécessairement des aspects politiques. On les ramène ensuite, mais on permet à des gens de venir participer, de recréer finalement la chose qui finit par manquer, et à la fois, j'allais dire presque à cause des réseaux sociaux, d'une certaine manière, mais qui est le lien social direct, la relation directe aux gens qu'on retrouve justement dans ce que tu disais sur les salons de coiffure, et moi je trouvais ça vraiment passionnant.
dans les choses que j'ai pour projet de faire, je pense qu'il y a aussi quelque chose à créer, et ça s'est bien vu. Il y a une espèce de séparation. Les quartiers populaires et les zones rurales, on pourrait en quelque sorte dire, ils ne se parlent pas. Ils se voient pas, ils se connaissent pas, et je pense qu'on a un rôle à jouer aussi dans la création de liens. Moi, par exemple, on m'a parlé d'une histoire qui m'a bien plu. C'est pas avec les zones rurales, mais c'est à l'étranger. On a emmené des jeunes de quartiers populaires au Japon, et en les emmenant au Japon, les gens les regardaient en se disant « Ah, mais vous êtes des Français, vous aimez bien manger du pain ». Et c'était presque la première fois que les jeunes, on les regardait en disant pas vous êtes des quartiers populaires, on leur disait vous êtes des Français. Et on les ramenait à cette identité-là en leur disant bah ouais, vous mangez du pain, vous avez voilà. Et ben nous on pourrait faire un peu la même chose. Je pense on pourrait essayer. Alors je sais pas sous quelle forme, mais les députés notamment peuvent peut-être organiser ça. Des échanges entre militants de quartiers populaires et militants de zones rurales, où un coup on emmène les militants, ou pas que les militants, mais les habitants qui veulent venir en zone rurale, et on fait l'inverse et on vient visiter nos lieux de vie respectifs pour apprendre à connaître et pour voir justement que ça qu'il y a des similitudes dans nos types d'actions. Voilà une forme de jumelage dont tu avais parlé tout à l'heure aussi, Michel. Je me dépêche. Bon, voilà, ça c'est pour des quelques actions concrètes. Et maintenant, je voudrais venir sur quelque chose de plus profond, et qui est quelque chose dont j'essaie de faire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y en a quelques-uns qui ont des cocardes, qui est un peu le centre de ce que j'essaye de faire maintenant. On a parlé beaucoup de la partie matérielle. Des enjeux matériels qui sont les mêmes entre zones rurales et quartiers populaires. Et il y a aussi une dimension, à mon sens, qui est une dimension culturelle. Michel, tu en as pas mal parlé sur la partie clichés, les clichés qui peuvent exister. Au final, tous ces clichés, ils ont un objectif commun qui est donc de diviser le peuple, de diviser les gens. Et nous, dans notre action, je pense qu'on doit trouver des signifiants qui sont communs. Ça tombe bien, on en a un qui est bien pratique, qui est justement cette cocarde tricolore, qui est en tout cas l'histoire républicaine et révolutionnaire de la France. Parce que il y a un petit truc. On l'a vu dans les manifestations des Gilets jaunes, comme dans la manifestation du 10 novembre contre la haine des musulmans, comme dans les marches Adama Traoré. Il y a un retour du symbole national, du drapeau français, de la Marseillaise dans l'ensemble de ces manifestations. C'est quelque chose qui n'a pas été forcément vu, parce que forcément, dès que c'était les marches du 10 novembre, on a dit bouh, vous manifestez avec les islamistes, etc. Personne n'a parlé du fait que les gens étaient venus avec leur drapeau français et chantaient la Marseillaise, parce que sinon, vous ne créez plus la division. Vous créez au contraire de l'unité. Et donc, ces symboles nationaux dans ces manifestations, dont on pourrait dire caricaturalement que les manifestations de Gilets jaunes étaient davantage des manifestations de ruraux, et que les manifestations Adama Traoré et Marche du 10 novembre étaient davantage des manifestations de quartiers populaires, c'est à gros traits, mais ça peut correspondre à peu près. Cet usage des symboles nationaux, il porte un message politique. C'est une revendication politique qui dit « nous sommes le peuple ». Nous sommes le peuple et nous avons donc des droits. En fait, c'est un ressaisissement du pouvoir politique. Et ces symboles-là, je pense que nous, il y a un sujet sur ce point-là. C'est que l'extrême droite a fait un travail à propos de ces symboles, qui est un travail de longue haleine, un travail très patient, pour essayer de récupérer ces symboles-là. Normalement, ils n'ont rien à voir avec. Je ne sais pas si vous étiez tout à l'heure au truc sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai assez expliqué pourquoi il n'y a rien à voir, notamment notre constitution de 1793 qui disait qu'au bout d'un an, un étranger pouvait devenir français à condition qu'il ait envie de participer à la vie de la nation. Vous imaginez, 1793, c'était 1 an. Aujourd'hui, c'est 10 ans. Et je vous invite à essayer d'obtenir des papiers si vous êtes étranger. Moi, j'ai une femme dans ma circonscription. On va se battre pour qu'elle ait les papiers et pour qu'elle puisse devenir française. Ça fait 17 ans qu'elle est là. Elle a 3 enfants. Elle est marocaine. On l'empêche d'avoir accès à la nationalité alors qu'elle veut devenir française, c'est-à-dire que ses enfants, tous les jours, ils se disent « Ah mince, maman, peut-être un jour, elle peut être expulsée ». C'est-à-dire, tous les jours, ce que leur envoie l'État en ne donnant pas des papiers auxquels elle a droit, c'est l'idée que finalement, elle n'est pas tout à fait française. Et que finalement, peut-être qu'eux non plus. Et ce sentiment-là, c'est ce sentiment que nous devons, à mon avis, combattre. Pardon, je me suis un peu égaré, mais donc, l'extrême droite... L'extrême droite, elle a fait un travail sur ces symboles nationaux, et nous avons commencé à faire un travail, enfin c'est un travail de longue haleine, mais c'est des symboles qui sont à nous. On a recommencé à faire ce travail-là avec Jean-Luc Mélenchon, notamment dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon en 2012, 2017, 2022. On a ramené le drapeau tricolore, la Marseillaise, on a ramené ces symboles-là à gauche, qui sont des symboles
qui viennent de notre camp. Et j'ai expliqué assez rapidement pourquoi. Et si on remonte à l'histoire de ces symboles, si on remonte à la naissance de ces symboles, ils véhiculent clairement un ensemble de valeurs qui est opposé à l'extrême droite. J'ai parlé tout à l'heure de l'accès à la nationalité, on pourrait parler de la suppression de l'esclavage aussi qui était faite en 1794. Et également à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bref, en somme, une république qui était antiraciste, même si le nom n'existait pas à l'époque, et une république sociale aussi, puisque cette république garantissait le droit à l'existence. Alors, bien sûr, quand les gens viennent avec un drapeau français dans une manifestation, ça peut avoir des sens différents. Ça peut avoir, ça peut véhiculer des messages différents en fonction de la personne qui porte. Mais il n'empêche que ce symbole, c'est déjà un lien entre quartier populaire et zone rurale. C'est déjà quelque chose qui existe, qui est profondément ancré dans notre histoire et auquel nous pouvons avoir recours d'une manière assez simple puisqu'il est déjà présent, il reste, gros travail quand même, mais à remettre le signifiant qui est celui de ses origines et qui n'est pas celui que l'extrême droite a essayé de mettre à l'intérieur. Donc nous, on a un travail à réaliser autour de ces symboles, à mon avis, d'en revenir donc aux sources de ces symboles, comme je le disais. Et j'ajoute aussi un point qui est peut-être un peu polémique, mais en revenant aux sources de ces symboles, c'est-à-dire à ce qui s'est passé pendant la Révolution française, à ce qui s'est passé pendant la Première République, à ce que je vous ai dit sur au bout d'un an, un étranger peut devenir français, à ce que je vous ai dit sur la suppression, sur l'abolition de l'esclavage, qui était quand même une avancée considérable à cette époque-là et qui a été rétablie par Napoléon, soit dit en passant, pour tous ceux qui nous font la leçon sur Napoléon, il est fantastique, il est brillant. C'est qu'en revenant aux fondamentaux, on peut aussi exclure tout ce qui a été fait au nom du drapeau français, mais qui est une trahison de l'idéal républicain et révolutionnaire, et je pense en particulier à la colonisation. Et dans ces éléments-là, vous pouvez retisser du lien entre zone rurale et quartier populaire, parce que ce signifiant est un signifiant commun. Et moi, je fais le travail dans les quartiers populaires, je suis élu d'une zone dans laquelle il y a des quartiers populaires. Je vais voir les gens et je leur dis, ce drapeau, c'est le vôtre, vous êtes des Français et vous avez le même droit que les autres à avoir accès aux services publics et vous devez vous battre pour avoir accès à ces droits. Et ça donne de la force. Et je vous jure, les jeunes de quartiers populaires, quand vous venez et que vous leur dites ça, ils vous disent pas, ouais, t'es un gros facho, je sais pas quoi, ils disent l'inverse. Ils disent, merci monsieur de nous avoir dit ça. Ça fait plaisir. Ça, c'est quelqu'un qui nous représente, c'est quelqu'un qui parle en notre nom. Et nous, oui, on est Français, on veut faire partie de ce grand pays, comme tout le monde, et arrêter d'être stigmatisé comme ça. Et de la même manière, à partir du moment où tout le monde se saisit de ce symbole et où tout le monde considère que ce symbole est un symbole révolutionnaire, eh bien, disons qu'on a créé une ambiance de travail. Donc voilà, moi je vais continuer à faire ça. Je le fais à la fois dans les quartiers populaires et dans les zones rurales. J'étais notamment à Aquin, qui est un petit village de Lyon où ils font une fête de l'abolition des privilèges. Et donc je vais continuer à faire ça, à faire des petits événements de ce type-là pour essayer de ramener cette histoire républicaine et révolutionnaire et redonner au sens de la nation son vrai sens, c'est-à-dire celui du peuple souverain. C'est comme ça que ça existe dans notre pays. Quand on parle de la nation, au moment où on invente la notion, au moment où les gens chargent à Valmy, à la bataille de Valmy, ils disent vive la nation, ça veut dire vive le peuple souverain, ça veut pas dire autre chose, ça veut pas dire vive les gens qui vivent en France depuis je sais pas combien de temps et qui ont 17 descendants qui viennent qui sont nés à je sais pas où, ça veut pas du tout dire ça, ça veut dire le peuple qui est maître de son avenir, maître de son destin, qui contrôle ses institutions politiques et qui contrôle le pouvoir dans le pays. Voilà ce vers quoi on doit ramener. Donc moi j'essaye de planter cette petite graine, mais j'ai une proposition à vous faire aussi, je l'ai faite déjà tout à l'heure, mais j'insiste dessus parce que je pense que c'est un outil et je vais en finir, j'aurai à peu près respecté mon temps aussi. Le 21 septembre, il y a un événement majeur qu'on peut utiliser et qui peut permettre de créer du lien, encore une fois, entre ruralité et quartier populaire. C'est l'anniversaire de la Première République. C'est le lendemain de la bataille de Valmy, le 21 septembre 1793. On a décidé que la monarchie était abolie en France. On n'a pas dit que c'était la République, mais on a décidé de dater tous les actes officiels de l'an 1 de la République française. Et bien cette date-là, moi, je vous invite justement à la célébrer comme une fête, à organiser, que vous habitiez dans des quartiers populaires, que vous habitiez dans des zones rurales ou que vous habitiez, à vous mettre entre insoumis, à essayer de vous organiser pour faire ça, pour faire des fêtes, en racontant cette histoire-là, cette histoire républicaine, révolutionnaire. On mettra en place, il y a plusieurs députés auxquels, moi je propose tout le temps, quand je fais des trucs, je propose qui c'est qui veut faire, voilà, ce qui fait qu'on se retrouve à 4 à Arras pour aller fêter Robespierre, enfin bon, mais...
Mais en tout cas, j'essaye de proposer. Et là, cette fois-ci, il y a une trentaine de députés qui se sont dit, ah bah tiens, ouais, c'est cool, on va faire une fête on va essayer de faire cette fête de la République, etc. Si on arrive à l'organiser dans tout le pays, déjà, d'une part, ça sera une belle réponse à tous ceux qui nous disent qu'on n'aime pas la République, parce que nous, on aime bien la République, mais la vraie, hein, pas la République qu'ils essayent de nous servir. Petit 1. Et petit 2, ça permettra de montrer que dans les quartiers populaires comme dans les zones rurales, il y a un truc sur lequel on peut être tous d'accord, c'est ça. C'est justement cette République sociale, nous on rajoute écologique, démocratique, antiraciste, tout ce que vous voulez, qui va dans le sens de féministe évidemment, qui va dans le sens de ce que nous proposons. Donc voilà, moi je vous le propose ça comme un type d'action qui permettra de donner, y compris du point de vue médiatique, si jamais ça prend, si jamais ça marche, un élément qui unifie le peuple français, quelles que soient les zones où il habite, sur un événement commun, et en plus le plus beau, celui qui célèbre la République. Justement, en organisant ça, ça sera aussi le moyen, un moment, pour parler de ce qui vient juste après, qui est la marche contre la vie chère, la marche pour le pouvoir d'achat, qu'on organisera au début du mois d'octobre. Et vous verrez, vous avez donc la possibilité d'organiser ce petit événement qui peut servir ensuite pour organiser un grand événement national. Et peut-être, en tout cas, nous, pour la fête de la Révolution, je prends Suline à témoin qui est dans ma circonscription, ça a fonctionné. C'est-à-dire, on a fait une fête. C'était dans un quartier populaire, il y avait des gens qu'on n'avait jamais vus du quartier. Et pourtant, dans la campagne, on est allé voir tout le monde. On a essayé de faire des petits événements. Mais là, vraiment, c'était une fête, c'était la Révolution. Il y avait des trucs pour les gosses. Et je vous invite vraiment à essayer d'organiser ce genre de trucs. À mon avis, c'est un moyen assez efficace de montrer au niveau national qu'il y a une unité entre les quartiers populaires et les zones rurales. Et qu'on peut le faire sur, donc, la République.